Bonjour à tous et bienvenue dans les Trends Talk. On est en direct ici aujourd'hui. Les Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique et on a le plaisir de recevoir Laurent ou Henrique. Laurent, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Laurent, il est spécialiste de la transmission d'entreprise à la So Access et j'ai voulu l'inviter parce qu'il a réalisé une étude avec la So Access sur justement l'impact de la crise du Covid-19 sur les transmissions, sur les opérations en cours et peut-être sur le futur des opérations, des différentes transmissions d'entreprises qu'on attendait en 2020 et qui risquent peut-être d'être impactées par cette crise. Alors Laurent, voilà, tu peux peut-être d'abord te présenter, expliquer un petit peu ce que c'est la So Access pour ceux qui ne connaissent pas et quelles sont vos activités. Alors, la So Access, c'est l'outil de la région Wallonne qui vise à faciliter les transmissions d'entreprises et c'est une filiale du groupe So Alfin. Donc aujourd'hui, la So Access, elle fait principalement trois choses. Un, c'est un métier de service public de sensibiliser les cédants et les repreneurs à se préparer pour réussir la transmission, puisqu'on sait très bien que plus tôt on se prépare, plus on a de chances de réussir une transmission. Une deuxième mission que l'on a, c'est d'être une sorte de point de contact pour répondre à toutes les questions que pourraient se poser repreneurs et cédants dans leur processus de transmission. Et enfin, le dernier métier, c'est de la mise en relation entre acheteurs et vendeurs avec différents outils et plateformes selon le type d'entreprise qui est à vendre, puisqu'on ne vend pas une boulangerie comme on vend une entreprise de 200 personnes. Donc, c'est un petit peu nos métiers aujourd'hui. Voilà, ben alors explique-nous peut-être un petit peu quel est l'objectif du rapport que tu as publié avec la So Access et dont on aura les détails dans notre magazine, dans le Trends Tendance qui sort demain. Alors, ce rapport, en fait, c'est une analyse, un peu une sorte de baromètre des tendances de transmission d'entreprise sur 2019. Et cette année, on s'est dit que bon, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé l'année passée en termes de taille, en termes de volume, en termes de secteur, mais on ne peut pas faire l'impasse, évidemment, sur l'impact du Covid-19 sur les futures transactions et donc sur l'année 2020. Et donc, en plus d'une analyse quantitative, on a aussi demandé à tous nos partenaires agréés avec qui on travaille de répondre à différentes questions sur leurs attentes par rapport aux transmissions sur 2020 et sur l'impact du Covid-19. Et donc, Et on a ces combiné. partenaires, c'est tous des gens qui sont en contact direct avec des acquéreurs et avec des vendeurs. C'est quel type de profil? C'est ça. Alors, en fait, on a un réseau de plus de 150 partenaires agréés. Et donc, ce sont des cabinets de cession-acquisition, ce sont des banquiers, des réviseurs, des avocats, des experts comptables. Donc, tous des métiers, tous des gens qui, à un moment ou à un autre, vont avoir un rôle à jouer pour faciliter une transmission d'entreprise. Et donc, ils vont travailler soit avec l'acheteur, soit avec le vendeur. Et Et donc, donc, on leur a posé des questions. tous ces partenaires, c'est quoi leur sentiment sur le marché aujourd'hui? Quel est l'impact de cette crise sur le marché des transmissions d'entreprise? Alors, il y a différentes conclusions qu'on peut avoir. Alors, la première, c'est évident, c'est que la crise va avoir un impact sur le nombre de dossiers qui vont être finalisés sur 2020, puisque en fait, on peut les subdiviser en plusieurs types. Il y a ceux qui avaient commencé avant la crise, donc qui avaient été initiés peut-être en janvier ou février. Ceux-là, on ne remarque pas vraiment d'arrêt. Donc, les dossiers continuent à avancer, mais probablement plus lentement, avec plus de pression. Pourquoi? Parce que forcément, l'acheteur va se poser beaucoup plus de questions qu'avant. Il va se dire, OK, le modèle que j'avais imaginé pour la reprise, il va peut-être devoir être modifié. Je dois faire des due diligence, des analyses plus poussées, etc. Donc, ce qui est en cours, a priori, continue d'avancer, mais plus lentement. Ceux qui devaient se lancer pendant la crise, là, on voit quand même que les gens y réfléchissent à deux fois et qu'ils ont d'autres priorités. C'est logique. À un moment, vu la situation, les entrepreneurs se disent, je vais peut-être plutôt mettre mon énergie sur la sauvegarde de mon entreprise, les liquidités, revoir mon business plan, la sécurité de mes employés, plutôt que de me lancer dans un processus de vente, par exemple. Et puis, il y a d'autres où, à la limite, ils avancent, il n'y a pas de souci, parce que finalement, la crise n'a eu que peu d'impact sur l'acheteur, sur le vendeur et sur l'activité de l'entreprise, et donc ils continuent à avancer, je veux dire, sans trop de soucis. Mais la majorité sont quand même ralentis, voire en stand-by. Mais la plupart des partenaires, ils s'attendent que sur 2020, il y ait vraiment une baisse du marché, hein. Beaucoup s'attendent à ce que ce soit supérieur à 10%, et il y en a même une partie non négligeable qui s'attendent à ce que ce soit un impact de moins 25% au moins sur le nombre de transactions. Oui, c'est un chiffre qui est assez important. Après, il ne faut pas dramatiser non plus, puisque une entreprise qui est à vendre, si ça ne se fera pas aujourd'hui, ça se fera demain. Et donc,
ce qu'on va, entre guillemets, perdre en activité en 2020, on va probablement le retrouver en 2021. Là où il y a un risque, évidemment, c'est que si l'entreprise ne va pas très bien maintenant et qu'elle n'arrive pas à être transférée en 2020, et bien qu'en 2021, ce soit trop tard. Et que là, on arrive alors à une destruction d'emplois, de know-how ou d'entreprise. Donc, c'est plutôt ça le risque. Le volume, il va se récupérer a priori. Ça, c'est pas Est-ce dramatique. que sur les dossiers en cours, voilà, tu disais, il y a pas un arrêt brutal, mais il y a plutôt un ralentissement du dossier. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais est-ce que ces dossiers aussi sont quelque part rouverts par les deux parties? Est-ce qu'il y a une nouvelle négociation qui se fait vu la crise qui peut avoir un impact quand même sur l'entreprise qui est en train d'être achetée? C'est clair que les dossiers vont être réanalysés au regard de la crise du Covid-19 et c'est clair qu'en tant que repreneur, c'est surtout le repreneur qui va approfondir le dossier par rapport à ce qu'il aurait fait préalablement, même si le conseil que nous, on donne à la SO Access quand on a des repreneurs, c'est toujours de bien analyser le projet de reprise, de s'assurer qu'on sait dans quoi on s'engage, de faire toutes les analyses juridiques, financières, business plan qui sont prévues. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on l'a suffisamment dit, le monde a changé, il y a un monde d'après, etc., etc. L'activité même de l'entreprise va peut-être être fondamentalement modifiée à cause de la crise. Peut-être que ses clients vont être impactés par la crise. Peut-être que ses fournisseurs aussi. Peut-être que son personnel va avoir eu des impacts négatifs. Et donc, ce sont des choses qui vont être à approfondir en plus. Et donc, ça, c'est le chef du repreneur, évidemment, qui a des analyses additionnelles à faire. Alors, si je me mets à la place d'un chef d'entreprise, d'un patron de PME, qui, voilà, avant la crise, avait déjà peut-être ce projet de transmission, de remettre sa société pour toute une série de raisons, est-ce que maintenant, avec cette crise sanitaire qui devient de plus en plus évidemment une crise économique, est-ce que ça reste le bon moment pour lui ou est-ce qu'il doit se dire, voilà, finalement, mon projet, je vais un peu le postposer? Mais ça dépend en fait de comment son entreprise a vécu la crise, clairement. Si il a su adapter son activité, si son modèle économique a pu, entre guillemets, être résilient et qu'il a pu démontrer que finalement la crise l'a assez peu impacté, en fait, il pourrait même en sortir grandi. Et donc, ça peut être le bon moment si il a pu montrer que oui, effectivement, il a dû réduire ses coûts parce qu'il a diminué son chiffre d'affaires, mais il a pu arriver à garder son équilibre et donc sa marge est restée la même. Et donc, finalement, c'est un point fort pour un repreneur, puisque ça veut dire que, regardez, l'entreprise qui est à vendre, elle est flexible, elle est agile, elle peut s'adapter aux futures crises, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est positif. Par contre, évidemment, si la crise a frappé de plein fouet l'entreprise et qu'elle va connaître une perte importante et qu'on ne sait pas trop comment elle va pouvoir s'en sortir, là, il est important, évidemment, pour le repreneur de prendre le temps de pouvoir se réinventer s'il y arrive pour démontrer à l'acheteur que, ben non, effectivement, 2020 est une année compliquée, mais il a pu mettre en place différentes choses pour fin 2020, peut-être 2021, pour retourner à un niveau de rentabilité d'avant-crise et pour pouvoir démontrer à l'acheteur que non, l'entreprise ne vaut pas moins que ce qu'elle aurait pu valoir à cause de la crise. Mais ça, évidemment, il faut mettre le temps, il faut du temps pour mettre en place certaines choses si elles n'ont pas pu être mises en place. Donc, ça dépend un petit peu de comment l'entreprise a fait face à la crise, en fait. Et on voit dans vos statistiques que par rapport à l'année dernière, dans l'ensemble des transactions qu'il y a eu, les secteurs les plus représentés, c'est notamment l'ORECA, c'est la construction, c'est le commerce. C'est des secteurs qui sont assez fort impactés aujourd'hui par la crise. Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait peut-être plus, justement, encore plus de ces entreprises dans ces secteurs-là qui soient transmises cette année parce que justement elles sont en difficulté et peut-être qu'elles vont vouloir être cédées à un acquéreur? C'est une possibilité qui n'est pas à exclure, mais la raison pour laquelle on retrouve ces entreprises dans le top des secteurs qui sont transmis, c'est aussi simplement parce que c'est la typologie du paysage économique wallon. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises de construction, beaucoup d'entreprises Horeca ou de commerce de détail. Donc, c'est ça qui explique finalement que ces secteurs-là se retrouvent dans le top. Après, c'est évident que quand il y a une crise qui touche particulièrement un secteur, on peut s'attendre à une vague de consolidation. Et donc, c'est pas exclu du tout, effectivement, que ce genre d'entreprise soit peut-être surreprésenté à l'avenir parce que le secteur a connu des difficultés et qu'il faut trouver des solutions. Et effectivement, la vente d'une entreprise quand il y a des difficultés est une solution pour pouvoir s'en sortir. C'est clair.
Alors, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent encore dans ce débat. N'hésitez pas à poser vos questions à Laurent ou Henrik. Laurent, il est expert à la SO Access, spécialiste de la transmission d'entreprise. Vous êtes dans les Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. Alors, Laurent, j'ai envie de te poser une question, de me mettre là maintenant plutôt à la place d'un acquéreur, d'un repreneur potentiel. Est-ce qu'une période de crise comme celle-ci, elle n'est pas aussi signe quelque part d'opportunité? Est-ce qu'il n'y a pas une pression quelque part sur les prix qui va permettre à l'acquéreur de racheter des sociétés à peut-être un prix plus intéressant que d'habitude? Alors, des études historiques montrent qu'effectivement, quand on est dans une période de crise économique, on peut avoir à terme un meilleur retour sur investissement. Donc ça, ce sont les chiffres historiques. Mais il faut prendre ça avec des pincettes, parce que si on compare par exemple avec la crise de 2008, la crise de 2008, c'était une crise de liquidité. Et donc effectivement, les acquéreurs avaient du mal à trouver des liquidités, et donc forcément les prix étaient tirés vers le bas. Ici, c'est un autre type de crise, donc ça veut dire que peut-être effectivement qu'il y a des prix qui vont être tirés vers le bas, mais ce prix qui sera tiré vers le bas, c'est peut-être qu'il y a des raisons autres que financières pour lesquelles il va être tiré vers le bas, et peut-être que l'activité de l'entreprise est vraiment en train d'être chamboulée. Et donc, acheter à bas prix une entreprise qui ne va pas bien du tout, alors, soit on sait la restructurer et on s'en sort bien, mais ça peut être aussi une manière de ne pas réussir son pari. Donc, il faut être très attentif. Ça, c'est vraiment le message. C'est aujourd'hui, les acheteurs, ils doivent continuer à chercher. S'ils sont dans une démarche, ils ne doivent pas s'arrêter. Il y a effectivement peut-être une possibilité de réaliser, entre guillemets, des bonnes affaires, mais de grâce, soyez prudents, analysez bien les choses. Alors, il y a un élément qui peut ressortir, c'est là où l'acheteur peut peut-être amener une compétence pour redresser ou restructurer l'entreprise que le cédant n'avait peut-être pas. Et donc là, on peut effectivement avoir un bon coup à faire, si on peut dire, puisque il y a une vraie valeur ajoutée qui va arriver. Mais si c'est juste pour se dire, tiens, c'est une crise, du coup, je vais acheter à bas prix, le cédant ne l'appréciera pas non plus. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est que finalement, il faut que les deux parties aient l'impression de gagner quelque chose dans le deal. Sinon, ça se passera mal. Bien sûr. Alors là, justement, tu parles un peu des négociations aussi qui ont forcément lieu entre acheteurs et vendeurs. Et là, on a une question de Régis que je te livre. Il nous parle des clauses de earn-out qui permettent quelque part de remettre une partie du risque un petit peu sur les épaules du vendeur. Peut-être que tu peux nous expliquer d'abord ce que c'est cette clause de earn-out, et il demande quelle est la répartition que tu suggères entre le paiement immédiat et ce paiement différé, qui est ce fameux earn-out. Alors, il faut pas confondre vendor loan et crédit vendeur et earn-out qui est plutôt prix variable. Mais l'idée et le principe est la même, c'est de dire on va répartir le risque entre l'acheteur et le vendeur. Alors, le crédit vendeur ou le vendor loan, c'est quoi? C'est de dire simplement, OK, aujourd'hui, moi, en tant que vendeur, j'accepte de recevoir une partie du prix demain, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Et donc, ce faisant, je vais aider l'acheteur à financer la reprise et je montre aussi ma confiance dans le projet du repreneur. Et donc là, typiquement, on estime qu'aux alentours de 10-20%, ce sont des chiffres qui sont acceptables. Mais bon, un cas n'est pas l'autre et on peut très bien des exceptions. Mais donc, je dirais, moi, entre 10 et 20% pour une clause de paiement différé, de vendor loan. Le earn-out, c'est un petit peu différent. Là, c'est de dire, en fait, on va faire un prix variable. Et donc, on va dire, en fonction des résultats de l'entreprise dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il y a un prix qui est de base. Et puis, si tout va bien et que les chiffres sont bons, l'acheteur paiera un complément en fonction du résultat de l'entreprise. Et ces deux mécanismes, en fait, sont très intéressants. Et d'ailleurs, les conseillers qui répondaient à notre enquête s'attendent à une utilisation accrue justement de ce genre de mécanisme pour pouvoir finalement s'assurer que le deal est équitable pour les deux, pour partager les risques et que tout le monde puisse en sortir gagnant. Et que le repreneur ait son risque un peu limité et que le vendeur peut-être accepte de dire si tout va bien, je gagnerai peut-être un peu plus grâce à un earn-out, mais je comprends que le repreneur a du risque aussi. Donc, ce sont des mécanismes qui, à mon avis, vont être fort utilisés. Voilà, donc 2 mécanismes vraiment qui permettent de répartir un petit peu le risque entre l'acheteur et le vendeur. On remercie Régis évidemment pour sa question. Alors on en a directement une deuxième ici, une question d'Astrid. Alors Astrid, elle nous demande s'il ne risque pas d'y avoir un petit peu plus de protectionnisme, peut-être favoriser plutôt les acteurs locaux par rapport aux acteurs étrangers dans les prochaines transmissions d'entreprise. Comment est-ce que tu vois les choses ?
Alors, c'est clair que c'est quelque chose auquel on s'attend. Il faut savoir que la Belgique et la Wallonie aussi sont des pays qui sont très ouverts par rapport à d'autres pays européens. Ça veut dire que généralement, c'est assez rare quand on fait du protectionnisme chez nous parce qu'on a une économie très ouverte, on fait beaucoup d'exportations, etc. Et donc, voilà. Mais quand on regarde ce qui se passe déjà à l'étranger et ce que même l'Europe fait avec des fonds de protection, avec des règles qui veulent s'assurer qu'il n'y ait pas des acheteurs étrangers qui viennent s'emparer d'actifs stratégiques, c'est quelque chose qui va peut-être se renforcer. Alors après, peut-être moins pour les PME. Je pense que ça va être plutôt sur des entreprises d'une certaine taille qui ont une importance cruciale, que ce soit peut-être des réseaux de télécommunications, que ce soit de la santé, que ce soit de l'armement, etc. Donc, vraiment des secteurs assez particuliers. Sinon, il faut bien se dire que reprendre une PME aujourd'hui, si vous êtes une PME de 25-30 personnes, si vous êtes un acheteur étranger qui ne connaît pas le pays, qui ne connaît pas la langue, c'est quand même assez compliqué. Et donc, il y a une sorte de protectionnisme naturel qui se fait de par le processus de vente. Et pour les dossiers plus importants, là, je pense qu'on va en avoir un petit peu plus effectivement, même si la Wallonie n'est pas, ou la Belgique ne sont pas à l'avance là-dessus. Quand on voit la France ou l'Allemagne, par exemple, qui sont beaucoup plus stricts que nous là-dessus. Voilà, eh bien, une réponse claire, hein. Merci beaucoup Astrid pour ta question. N'hésitez pas tous évidemment à poser vos questions à Laurent. Il est là pour ça. Il sera un plaisir d'y répondre. Alors, je voulais peut-être revenir avec toi aussi sur tout ce qui concerne les valorisations des entreprises. Est-ce que aujourd'hui il y a une pression sur ces valorisations? On sait que ces valorisations elles dépendent d'une sorte de multiple de l'EBITDA, hein, l'EBITDA qui est la rentabilité avant impôt. Est-ce que tes partenaires ont ce sentiment-là aussi? Est-ce qu'il y a une tendance à la baisse de ces valorisations aujourd'hui? Alors, la méthode des multiples de l'EBITDA est une méthode de valorisation parmi d'autres. Donc, il n'y a pas que celle-là. Ça, il faut quand même le préciser. Mais en gros, finalement, comment est-ce qu'on va valoriser l'entreprise? C'est de dire, OK, finalement, l'entreprise, elle vaut ce qu'elle pourra apporter à l'avenir. Finalement, c'est les cash flows futurs, c'est aussi une autre méthode. Dire, bah, tiens, si dans les 10 prochaines années, je vais pouvoir sortir autant d'euros de l'entreprise, je vais actualiser ces montants-là et ce sera la valeur de l'entreprise. C'est une méthode de le faire. C'est clair que comme il y a plus d'incertitude sur est-ce que je vais vraiment recevoir ces montants-là, puisque le climat économique est particulier, eh ben, ça va commencer à avoir un impact peut-être négatif sur la valeur et donc le prix. Les multiples, ils sont assez corrélés à ce qui se passe en bourse. Donc, on a vu que les bourses ont diminué, mais elles ont quand même assez vite remonté aussi, finalement. Donc, c'est pas aussi clair que ça, mais c'est évident qu'il y a une tentative de pression un petit peu vers le bas aujourd'hui sur les prix. Tout ça, c'est une question de négociation. Hein. La valeur de l'entreprise n'est pas non plus son prix, et il y a d'autres éléments qui peuvent avoir un impact vers le haut ou vers le bas. Et donc, je crois qu'on va avoir des diminutions, mais pas énormes. Il ne faut pas s'attendre à moins 20% en prix. Ça, je ne crois pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que l'acheteur est plus en position de force que précédemment? C'est toujours compliqué de dire est-ce que c'est un marché d'acheteur, un marché de vendeur, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la situation peut être un peu plus favorable pour les acheteurs que précédemment, où effectivement, on avait des prix qui ont commencé à monter. Certains ont même parlé à un moment de surchauffe du prix, où les entreprises se payaient relativement cher. Voilà, donc ça remet peut-être un petit peu d'équilibre, et c'est clair que les acheteurs aujourd'hui seront peut-être un peu plus, entre guillemets, auront peut-être plus le couteau du côté du manche, si on peut dire, parce qu'il y a aussi beaucoup de cash aujourd'hui qui est disponible, et donc à un moment, les gens ont envie de l'investir, et donc et l'achat de PME est une manière d'investir son argent, que ce soit en tant qu'entrepreneur individuel ou des fonds d'investissement ou des entreprises qui font des acquisitions stratégiques, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait le calcul de la valorisation, est-ce qu'il faut intégrer le risque Corona ou est-ce qu'il faut au contraire le faire sortir du calcul en disant que bah, voilà, c'est un événement limité et qui n'a pas d'impact sur le futur de l'entreprise? Si vous êtes le conseiller de l'acheteur ou le conseiller du vendeur, vous aurez deux versions différentes, évidemment. Mais non, je pense qu'il faut, on a vu la notion maintenant de parler de EBITDAC, hein, donc où on va retirer donc le C pour rajoute à EBITDA voilà, on rajoute le C de coronavirus pour dire non, on va immuniser, si vous voulez, le résultat, enfin l'EBITDA de l'impact coronavirus pour avoir quelque chose qui est normalisé. Bon, c'est logique de vouloir aller dans cette direction-là. Le risque, évidemment, c'est qu'on mette au sein du C du coronavirus plein de choses qui ne sont pas tout à fait liées au coronavirus. Et donc, moi, je pense que
en tant qu'acheteur, on va vouloir dire non, moi, qui sait ce qui se passera en 2021? Est-ce qu'il y aura une seconde vague? Est-ce qu'il y aura un autre virus? Je veux dire non. L'acheteur, lui, il ne peut pas dire ah bah ok, 2020 c'était une parenthèse, on le referme, 2021 sera comme 2019. Aucun acheteur l'acceptera et aucun vendeur ne dira 2021 va être comme 2020, il y aura encore un coronavirus. Et donc, du coup, ça va être des discussions, ok, l'impact, il est de combien? Quelle va être les conséquences en 2021, en 2022 de l'impact de 2020? Est-ce qu'il en restera encore un petit peu ou pas? Donc ça va être des discussions qui vont se faire et je reviens sur le crédit vendeur et sur leur note, justement, qui peuvent permettre de sortir un petit peu ce problème-là du débat, même s'il va rester. Alors, un acteur dont on n'a pas encore parlé, qui est un acteur important évidemment dans les transactions, c'est la banque. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, depuis la crise, d'obtenir en tant qu'acheteur un prêt bancaire? Je n'ai pas eu d'informations qui vont dans ce sens de la part du terrain, mais je pense que c'est aussi parce que les banques et les acteurs aujourd'hui avaient leur énergie sur d'autres choses. Ils ont travaillé sur plutôt des mesures d'urgence pour les entreprises, et je dirais qu'on attend peut-être un petit peu que la poussière retombe pour pouvoir se relancer dans du financement important bancaire pour des acquisitions. Mais je pense que depuis quelques années, on voit quand même que les banques jouent le jeu et que lorsque le dossier est de qualité et qu'il est crédible, avec l'aide des outils publics, notamment la SOALFIN pour de la garantie, eh bien, les dossiers de qualité sont rarement, j'ai envie de dire, bloqués par les banques. Et s'ils le sont, c'est peut-être aussi parfois parce que le prix est trop cher. Et donc, c'est aussi salutaire parfois que le banquier dise attention, là, l'entreprise, vous êtes prêt à mettre 2 millions sur la table, mais en fait, non, parce que moi, dans mes calculs, je vois que vous ne pourrez, entre guillemets, en sortir que pour 1,5 million. Et donc, voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Mais dans tous les cas, si jamais à un moment, on voit que eh bien, le financement pose un problème, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on est créatif. Et les outils publics sont là aussi pour aider. Donc, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui un problème pour financer les acquisitions. Alors, dans l'étude de la SO Access que vous avez réalisée, on parle de tous les motifs possibles de vente, des motifs les plus importants, en tout cas en 2019, quand on n'était pas encore dans la période de crise, c'était des raisons de mise de pension, le dirigeant qui arrive à la pension, ça peut être des raisons familiales. Il y a toute une série de raisons qui poussent à la transmission d'entreprise. Est-ce que tu t'attends à ce que pour 2020, il y ait un nouveau motif qui arrive, le motif de vente pour Corona? Je ne pense pas qu'on le verra comme motif Corona en tant que tel, mais en fait, le Corona, moi, je vois ça comme une sorte d'accélérateur de la vie de l'entreprise. En fait, la vente d'une entreprise, c'est un petit peu le test final de la robustesse et de la qualité de l'entreprise. Et finalement, le Corona, qu'est-ce qu'il aura fait? Il aura vraiment accéléré tout ce qui peut arriver à l'entreprise en une fois. Donc, si l'entreprise, elle était prête, qu'elle était digitalisée, qu'elle était flexible, etc., il n'y a pas de raison que le vendeur décide de la vendre à cause du coronavirus. Par contre, si à un moment, l'entreprise était peut-être un peu à bout de souffle, si ses process n'étaient pas tout à fait à jour, si le mode de fonctionnement était un petit peu vieillissant, et ben là, c'est clair que ça va nécessiter un investissement important de la part du patron aujourd'hui pour essayer de la remettre sur les clous. Peut-être qu'il n'aura plus envie de faire cet effort-là parce que peut-être que ça fait 40 ans qu'il est dedans et qu'il dira bon, au moment, moi, j'ai gagné ma vie correctement, j'ai bien développé l'entreprise, mais maintenant, je ne suis plus la bonne personne, j'ai plus l'énergie à remettre pour la faire évoluer. Donc, ça, c'est possible. C'est possible parce que ça a été un peu un game changer aussi. Donc, eh bien, on suivra l'évolution de tous ces dossiers dans les prochains mois. En tout cas, un grand merci, Laurent, pour ta réponse, pour tes réponses, pour tes éclaircissements, pour ta présence ici dans la Talk. Ce débat sera disponible directement en ligne sur nos différentes plateformes, sur nos différents réseaux sociaux. Et vous pourrez retrouver aussi un article de Trends Tendance qui paraît demain et qui revient sur cette étude de la SO Access sur les transmissions d'entreprise et qui évoque évidemment l'impact du coronavirus sur les dossiers en cours et les dossiers futurs. Un grand merci, Laurent. On se retrouve la semaine prochaine dans les Trends Talk. Salut. Au revoir.